Alors, je suis Bernard Maris, dit Oncle Bernard, rédacteur en Charlie Hebdo et professeur d'université aussi, économiste de profession. Est-ce que tu pourrais parler du taux de chômage naturel ou le non-accelerated inflation? Ouais, c'est le taux de chômage qui fait qu'il n'y a pas d'inflation. C'est-à-dire que la peur de perdre son travail est suffisante pour que les gens ne demandent pas de hausse de salaire. Donc ça a été construit ça par les économistes qui ont dit il faut, selon les pays, il faut des taux de chômage suffisants de façon à ce que les salaires ne bougent plus. Sinon les gens, s'il y a le plein emploi, ils vont demander des hausses de salaire. Et évidemment, quand il y a des hausses de salaire, il y a moins de profit. Parce que le problème de l'économie, il n'est pas compliqué. C'est un gâteau, qui le partage et qui donne à qui. Voilà. Alors pour l'instant, le gâteau, eh bien, il est partagé plutôt en faveur des nantis, des puissants, et il y en a moins pour les autres. Les autres, ils ont des miettes. Pas grand-chose. Donc le taux de chômage naturel, c'est fait pour faire en sorte que celui qui a la petite part ne demande pas une augmentation de sa petite part. Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette lutte à l'inflation? Parce qu'il doit avoir une raison pour les puissants. Mais ce qui se cache, c'est que c'est pas compliqué, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation favorise les créditeurs, ceux qui ont des créances, ceux qui ont de la liquidité, ceux qui ont accumulé de la richesse. Donc les créditeurs, c'est les plus tu es riche dans la vie, plus tu es créditeur. Hein. Plus tu es pauvre, plus tu es débiteur. Et si tu as envie de t'enrichir, ou si tu as envie de constituer un patrimoine, tu es obligé d'emprunter. Donc il est évident qu'une économie sans inflation, ça favorise ceux qui prêtent, ça ne favorise pas ceux qui empruntent. Ça ne favorise pas du tout d'ailleurs les entreprises qui ont plutôt tendance à emprunter, mais ça favorise les financiers qui prêtent aux entreprises. Alors les financiers prêtent aux entreprises et les entreprises se chargent de rembourser en faisant payer aux salariés au passage le prix du remboursement. Il y avait aussi une expression qui est souvent utilisée par les politiciens, c'est qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne. Ouais. Alors, aux États-Unis, c'est le contraire ce qui se passe. C'est ce que j'aime bien chez les Américains. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en général, ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent. Par exemple, ils disent qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne. Et eux, ils dépensent beaucoup plus que ceux qui gagnent. Parce qu'ils empruntent pour acheter des actions. Donc, les États-Unis, c'est le seul pays du monde où l'épargne est négative. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter leurs actions. Donc, ils empruntent. C'est les Européens, les Japonais qui leur prêtent. Donc, il est évident que c'est bien la preuve qu'on peut dépenser plus que ce qu'on gagne. il t'expliquait aussi que c'était une expression fumiste parce qu'il n'y aurait pas de croissance. Est-ce que tu peux... Ah, c'est un truc que je disais, ça. Oui, oui. Oui. Tu peux développer? Ben, l'économie ne peut se développer que par le crédit. C'est-à-dire qu'il faut faire, à un moment donné, il faut que des gens qui fassent des paris. Si tu veux de la croissance, et moi j'en veux pas de croissance personnellement, je trouve que ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire foutre de la lèpre urbaine partout, pour moi c'est pas de la croissance. Enfin, bon. Admettons qu'il faille de la croissance. Eh bien, pour ça, il faut évidemment des gens qui anticipent sur la construction de choses dans le futur, des bâtiments, des maisons, des ateliers, des ceci, cela. Donc, il faut créer de la monnaie. Donc, il faut de l'emprunt, il faut du crédit. Donc, il est évident que si je ne peux dépenser que ceux qui existent déjà, je suis obligé de vendre ou de ruiner un petit secteur pour faire apparaître de la liquidité, pour le transférer vers un autre secteur. Mais globalement, c'est à somme nulle. C'est-à-dire que je n'arrive jamais à créer des surplus positifs. Pour qu'il y ait un surplus positif qui se dégage dans l'économie, il faut que je fasse un pari sur l'avenir, et pour ça, il faut qu'il y ait du crédit. Donc si je respecte l'adage « il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne », eh bien, l'économie est morte, elle s'arrête. Elle s'arrête. Attention, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'économie, elle crée chaque année 10, 15, 20% de monnaie par an. C'est énorme, c'est colossal. Hein. Donc du crédit, il y en a. Il y en a. La croissance est financée. 3 à 4% de croissance sont financés par ça. Et le reste, eh bien, ça part en bourse, ça part chez les plus riches, donc qui achètent en bourse, qui font flamber la bourse. Alors, quand on parlait de Bill Gates qui est plus riche que la Russie, c'est une sorte de monarchie capitaliste. C'est le retour de la monarchie. Non? Bon, ben, ça n'a jamais parti, la monarchie, tu sais. Ce qui est marrant, c'est que, bon, même à Charlie, qui est une entreprise, parfois, quand l'aspect entreprise prend le pas sur l'aspect création, tu revois la féodalité qui réapparaît, hein. Le chef, les vassaux,
l'adoubement, les rapports d'autorité. Pas se leurrer, l'entreprise c'est un système féodal. Hein. J'y crois pas à l'entreprise. Peut-être que vous êtes une entreprise, je sais pas moi, du 3e millénaire, hein, mais l'entreprise, c'est un patron, hein, puis c'est tout. Qu'est-ce qui se cache derrière la croissance? Quand je suis dans un embouteillage sur un périphérique, je participe à la croissance. Parce que je dépense de l'essence et que le produit intérieur brut, c'est consommation plus investissement. Donc je suis en train de consommer, donc je participe à la croissance. Quand je suis en train de détruire quelque chose, un paysage, je participe à la croissance. Quand je suis en train d'exterminer une espèce animale, je participe à la croissance. Donc finalement, la croissance, c'est bien ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, je peux la définir comme croissance. Alors ça c'est extrêmement important, parce que faut bien voir que le capitalisme, c'est par-delà le bien et le mal. S'il y a deux notions qu'il ne connaît pas, le capitalisme, c'est le bien et le mal. C'est qu'un jour, tu lui dis de vider la mer d'Aral, bon, ça c'est le capitalisme d'État stalinien, peu importe, c'est quand même une forme du capitalisme, il le fait. Si un jour tu lui dis de polluer toute une région comme la Bretagne en France, par des élevages intensifs de porcs, il le fait. Si le lendemain tu lui dis il faut nettoyer la flotte, il faut dépolluer, il le fera aussi. Certainement. Et il gagnera de l'argent. Bon, pour lui, son problème, c'est gagner de l'argent. Tu lui dis, il faut que le génome soit découpé en rondelles, saucissonné, breveté, etc., pour être vendu. Il le fait. Tout ce qui peut être une source de lucre et de profit, bien entendu, il y va. Et donc, ce qu'il recherche systématiquement, c'est de détruire du collectif. Il ne peut pas vivre autrement, le capitalisme. C'est-à-dire en repérant des choses qui sont collectives. Alors, autrefois c'était la terre, maintenant la terre est totalement privatisée, mais enfin il reste quelques forêts par-ci par-là. Maintenant c'est l'air bientôt qui va être privatisé, c'est la vie qui est privatisée, c'est l'information qui est privatisée, etc. Donc il ne peut vivre qu'en progressant au détriment des collectifs. Voilà, alors, donc ce qu'on met derrière la croissance, c'est ce que nous on veut y mettre. Le jour où quelqu'un dira, mais chaque fois qu'une automobile est fabriquée, l'humanité est plus malheureuse, eh bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faudra compter tout ce qu'on avait compté jusqu'alors en croissance, il faudra le compter en décroissance. Qu'est-ce qu'on entend généralement par externaliser des... Ah ouais. Ben, par exemple, un pétrolier qui fout un pétrolier qui balance son mazout dans le collectif, ce qui appartient à l'humanité en général, la mer, une plage ou n'importe quoi, il externalise ses coûts. C'est une personne privée qui jette par-dessus la portière des choses qui doivent être subies par la collectivité. C'est ça l'externalisation. Et de la même manière qu'un type qui fout des gens dehors, eh bien, il externalise des coûts. C'est-à-dire que le malheur, la souffrance, la nourriture, le logement, l'hébergement, la maladie, etc., il la transfère sur d'autres, sur les familles, sur les amis, sur des associations, sur l'État, si l'État a encore un peu de sous à donner à ces gens-là. Mais bon, il s'en fout. Il externalise. Il le met à l'extérieur. Et l'externalisation, c'est le fonctionnement clé de cette espèce de système qui ignore absolument ce que c'est la solidarité. Et qui a tort d'ailleurs. Et l'expression, disons... Ben, regarde le pétrolier Erika, un mec arrive pour faire des économies de bout de chandelle en plus, hein, vraiment pour économiser 3 fois rien par rapport au méga profit qu'il est en train de faire. Il affrète un pétrolier qui est dégueulasse, qui coule, et il externalise ses coûts sur une côte, et des pauvres cons sont là avec leurs pelles, leurs seaux, il risque d'attraper le cancer en plus pour sortir la merde qu'a foutu ce mec-là. Donc ça, ce type-là a externalisé, il a rejeté sur la collectivité les dégâts, quoi. Et c'est un processus qui peut arriver aussi, je ne sais pas si tu peux développer là-dessus, à propos des créances douteuses des banques qui sont... Ben ouais, non, mais ça c'est sûr que bon, les banques sont plombées avec les caisses d'épargne américaines dans l'immobilier, les caisses d'épargne américaines privées font faillite, contribuables paient, les banques sont plombées avec le Mexique en 82, bien entendu, créances pourries, qu'est-ce qu'on fait? On absout les créances, le contribuable paie. Les banques sont plombées dans l'immobilier en France en 94, 95. Crédit Lyonnais coûte 100 milliards en français. On tire un trait, on absout, le contribuable paie. Et puis quand il y aura la bulle boursière, il va y avoir une énorme faillite. Qu'est-ce qui va se payer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va falloir bien entendu les banques, on va les payer, on va être réglés, et le contribuable va les régler. Au prix de sueur, de larmes, de tout ce qui fait un crash.
Est-ce que tu peux parler un peu de la nouvelle économie? Qu'est-ce qui se Alors, passe? la nouvelle économie, la nouvelle économie, ça pose un problème quand même. Parce que, par exemple, j'ai lisé un article du Monde, la nouvelle économie pollue moins que l'ancienne. Bon, je pense qu'il vaut mieux que les gens soient derrière un ordinateur, tu vois, que dans un embouteillage ou en train de détruire une forêt pour faire des meubles en bois exotique. Bien. Cela dit, la nouvelle économie, c'est pas la connaissance, c'est la vente d'informations. C'est tout à fait différent. Bon, je ne vais pas insister sur le net qui est récupéré, qui va être là aussi. C'est un espace collectif, privé, qui a été engendré par des personnes désintéressées, qui ont construit une chose tout à fait naturelle, pas naturelle justement, mais quelque chose de tout à fait collectif et non marchand, et qui, bien entendu, récupéré par les marchands. Parce que les marchands ne savent que privatiser du collectif. Mais la nouvelle économie aussi, ça a un deuxième truc qui est tout à fait passionnant, c'est que ça te promet une croissance infinie. C'est-à-dire que c'est vrai que la connaissance, a priori, c'est infini. Donc tu peux pas saturer, tu peux te saturer de bagnoles. Parce qu'une fois que tu auras changé de bagnole tous les jours, si tu as 7 voitures, ou si tu as 365 voitures, hein, ça ira quoi. Hein, tu auras ton parking avec tes 365 voitures, je pense que tu ne pourras pas aller au-delà. Difficilement. Mais par contre, la connaissance, ah ouais, ça, a priori, c'est quelque chose d'infini. Alors, on fait croire aux gens que l'apparence de la connaissance va être la connaissance. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez Amazon.com, 1 milliard de titres, enfin 1 milliard, j'exagère, mais 1 million de livres disponibles. C'est pas génial ça? Ah, le mec, je dis, c'est incroyable. Sauf que le temps qu'il cherche sur Amazon.com, il ne va pas lire, bien entendu, et surtout, dans sa vie, quoi qu'il fasse, il va lire 1000 livres, pas plus. 1500 si c'est vraiment un grand liseur. Hein. Mais on va dire, attends, 1 million de livres disponibles. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire entre le virtuel et le réel? Donc la nouvelle économie va faire fonctionner le leurre de la connaissance pour attirer les gens, pour les appâter, pour continuer à leur vendre de la vieille économie, c'est-à-dire des ordinateurs qu'il faudra changer non plus tous les 2 ans, mais maintenant tous les 6 mois, des voitures qu'il faudra changer tous les 6 mois, parce que, etc., etc. Donc on va continuer à produire de la quincaillerie, continuer à saccager et détruire la planète au nom de choses apparemment formidables, comme la connaissance, etc. C'est la même histoire que la flexibilité pour le travail. On dit, mais attends, tu vas être libre, mon vieux, t'es libre. T'es pas libre, t'es asservi. Avec une chaîne qui est encore plus forte que la vieille chaîne quand tu étais au travail à la chaîne, parce qu'au moins tu avais une stabilité du boulot, et tu avais des gens à haïr avant, tu savais qui tu pouvais détester, et maintenant tu ne sais plus qui tu peux détester, parce que on est tous les mêmes, tous pareils. Ton patron, il a des Nike comme toi, bon, ça c'est vraiment absolument dégueulasse. Eh bien, là c'est pareil. On te promettait, on te dit la flexibilité, c'est la liberté, en fait, c'est un asservissement. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment se crée la richesse justement à la bourse? Il n'y a pas de richesse là. Hein? Ou de la valeur. La valeur. Il n'y a pas de richesse. La richesse n'existe quand elle est réalisée. Donc pour l'instant, c'est une promesse de richesse. C'est pas pareil. C'est pas comme un billet de 100 balles. Hein? Attention, hein? C'est pas un billet de 100 balles. Parce que pour avoir la richesse en bourse, il faut que je vende. Donc il faut que j'achète autre chose, il faut que j'achète un terrain, une voiture, que je me paie une cure de thalasso, que j'achète un bouquin, que j'aille au ciné, etc. Donc si tout le monde fait ça, la bourse ne vaut plus rien. Donc c'est une promesse de valeur. Attention, un billet, c'est vraiment de la valeur. C'est-à-dire que, bon, là je peux, si tout le monde va acheter avec son billet, il n'y aura pas de dégonflement, il n'y aura pas de disparition, il n'y aura pas de crash, etc. Au contraire, l'économie ira très bien. Pas pareil. Pourquoi ça crée de la valeur ? Parce qu'il y a des mecs qui chauffent. On appelle ça les chauffeurs, c'est-à-dire des gens qui disent ça va monter. Ok, alors ils se font circuler, ça circule en boucle en disant ça va monter, il faut acheter parce qu'un tel dit que ça va monter. Bon, alors un autre dit un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel, ça allait monter, etc., etc. Et puis finalement, tout le monde achète et finalement ça monte. Donc le premier mec dit tu vois, j'avais raison, ça va monter, ça a monté. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. D'accord ?